Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Les échanges culturels entre la Chine et la France ont une longue histoire. Un grand nombre d'activités culturelles ont lieu chaque année dans les deux pays afin de renforcer les échanges mutuels. Et depuis toujours, la littérature est l'un des aspects essentiels de ce dialogue entre les deux pays. Jean-Marie Gustave Leclésio, l'un des auteurs de langue française les plus traduits dans le monde et prix Nobel de littérature en 2008, vient régulièrement en Chine pour donner des cours et des conférences dans des universités chinoises et participe activement aux échanges culturels sino-français. Il a reçu le prix de l'amitié du gouvernement chinois en 2015. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons le plaisir d'inviter M. Leclésio qui va partager avec nous sa longue expérience de la Chine. Bonjour à M. Leclésio. Bonjour Madame Sully. Bienvenue dans notre émission. Avec plaisir. Vous êtes un amoureux de la culture et de la littérature chinoise. Vous rêviez de venir en Chine dès l'âge de 20 ans. Alors, quand est né votre intérêt pour la Chine? Je crois que c'est commencé assez tôt parce que je me souviens que je regardais les jardins, les petits jardins chinois. Il y avait des images, ça me paraissait merveilleux. C'était tellement calme. Je suis né pendant la guerre, donc c'était des moments, quand je regardais ces petits jardins chinois, je trouvais ça merveilleux. Vous êtes un lecteur assidu de littérature chinoise. Vous avez lu les grands classiques comme Au bord de l'eau et Le rêve dans le pavillon rouge, des philosophes chinois comme Confucius et Mencius, et également beaucoup de poésie. Qu'est-ce qui vous attire dans la pensée et la littérature chinoise? Je crois que c'est sa variété. C'est une littérature extraordinaire parce qu'elle est multiforme. Il y a des grands textes tragiques, il y a des grands textes philosophiques, et il y a de la poésie amoureuse, il y a de la poésie qui parle de la nature. C'est très varié. Et il y a une constante dans la littérature chinoise, c'est que c'est une littérature de réflexion, une littérature qui incite à réfléchir, à penser et au fond à vivre en harmonie avec le monde. Donc je crois que c'est ça qui m'attire dans la culture chinoise. Et quels sont les genres littéraires que vous préférez le plus? J'aime beaucoup la poésie, en particulier la poésie chinoise. Elle me parle beaucoup, elle a un sens du vocabulaire, une imagination, elle parle de la nature, elle parle de la beauté, et puis aussi avec beaucoup de réalisme, elle évoque les sentiments humains. C'est une poésie qui est très proche de notre époque, et donc j'aime beaucoup lire cette poésie. Après, j'aime bien aussi le roman chinois. J'ai beaucoup aimé lire les œuvres de Lao She. C'est pour moi un grand écrivain et je me sens assez proche de Lao She parce qu'il appartenait à une minorité. Et moi aussi, j'appartiens à une minorité en France, donc je pouvais comprendre ce qu'il disait. Vous avez effectué de nombreux séjours en Chine pour des cours, des conférences, des activités d'échange, mais aussi pour suivre les traces de vos poètes chinois préférés comme Li Bai et Tu Fu. Parmi tous ces endroits que vous avez visités en Chine, quels sont ceux qui vous ont laissé les souvenirs les plus marquants? J'ai bien aimé la visite de Bailu, c'est près de Chengdu, et c'est un endroit dans la montagne qui a été frappé par un tremblement de terre très violent. Et il y a un phénomène extraordinaire, c'est que l'école communale de cet endroit est montée de 5 à 6 mètres. Elle n'est pas tombée, elle a surgi de la terre. Donc c'est une curiosité. Et puis le paysage est merveilleux. Et j'ai eu la chance d'aller là pour un festival de musique. Donc c'était tout à fait merveilleux d'être dans ce beau paysage et d'écouter de la belle musique, musique chinoise et musique européenne. Et puis ensuite, j'ai bien aimé aussi Chengdu. Chengdu, et en particulier la forêt de bambous
dans laquelle vivait le poète Tu Fu. Et il habitait une petite maison dans la forêt. J'ai visité cette maison. Il y a aussi le parc de pandas. Oui, j'ai visité les pandas et je les ai salués. Ils n'ont pas répondu à mon salut et ils avaient l'air un peu endormis. Tu Fu a écrit un très beau poème pendant qu'il était à Chengdu. Ce poème s'appelle « À la vue des lucioles ». Et il évoque dans ce poème l'arrivée des lucioles, des fireflies. Je ne sais pas comment ça s'appelle en chinois, les lucioles. Mais c'est ces insectes qui brillent la nuit, qui entrent dans sa maison, se posent sur ses habits, se posent sur ses livres, et ensuite ils se lèvent et les lucioles se mêlent à la lumière des étoiles. Et il sort dans le jardin de la maison, et là il voit les lucioles qui tournent autour du puits. Il y a un puits près de sa maison. Et quand je suis allé là-bas, j'ai voulu voir le puits. Et le puits est toujours là, la maison, on l'a reconstruite. Non, ça n'a plus rien à voir avec la maison de bois et de paille dans laquelle vivait Tu Fu. Mais le puits est là, mais il n'y a plus les lucioles. Et dans le poème, Tu Fu s'inquiète de ça. Il dit, peut-être l'année prochaine, si je reviens, il n'y aura pas de lucioles, ou bien si les lucioles reviennent, je ne serai pas là. Et en effet, les lucioles ne viennent plus. Quelque chose s'est produit. Est-ce que c'est parce que Tu Fu n'y est plus, ou bien est-ce que c'est parce que le monde a changé et que les lucioles sont fragiles et disparaissent? Donc c'est un poème écologique, je trouve, très beau. J'ai suivi M. Xu Jun, qui est professeur à l'université de Nankin, et grâce à qui je suis venu à Nankin. Je l'ai suivi pour rencontrer sa famille dans son village natal. Et j'ai beaucoup aimé rencontrer la vie très simple que vivent les gens à la campagne. Ils sont très généreux et ils sont d'une très grande gentillesse. Et la famille de M. Sujin nous a accueillis, ma femme et moi, avec beaucoup de gentillesse et de générosité. Et ça, c'est une grande qualité de la vie en Chine, c'est cette capacité d'accueil des étrangers. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Hospitalité? Hospitalité, exactement. C'est la vertu pratiquée par les Chinois. Ils sont généreux et ils sont aussi très discrets. Ils ne font pas peser le poids de l'hospitalité. Ils font comme si c'était naturel. Ils partagent avec beaucoup de générosité et de simplicité. En 2011, l'université de Nanjing vous a décerné le titre de professeur honoraire. Depuis, vous passez presque 2 à 3 mois par an ici à l'université de Nanjing pour y donner des cours. Quelles sont vos impressions sur la ville de Nanjing? Alors, je trouve que j'ai eu une grande chance de pouvoir accéder à l'université de Nanjing, aux étudiants de cette université, parce que c'est un programme qui a été institué par le gouvernement chinois qui demande à ce que les étudiants des matières scientifiques puissent avoir connaissance des matières littéraires. Donc j'échange avec eux sur la littérature, la poésie, les arts plastiques, la musique, le cinéma. Et les étudiants scientifiques sont très intéressants parce que leur point de vue est complètement différent des littéraires. Et en Chine, les étudiants sont très cultivés et ils ont une capacité de connaître les autres dimensions de la vie, les arts, la musique, la littérature, et ils sont capables vraiment de façon étonnante d'interpréter les arts. En tant que lauréat du prix Nobel de littérature, vous êtes souvent invité dans des universités chinoises pour échanger avec les étudiants chinois. Pour vous, quels sont les aspects les plus importants dans la formation des jeunes? Alors je dirais que c'est cette instruction donnée par le gouvernement de la Chine de rendre les arts perméables aux scientifiques, qu'il y ait un échange entre les scientifiques, ça veut dire les économistes, les spécialistes de droit, les spécialistes de géographie, des spécialistes du climat, tout ce qui est technique, ils sont donc amenés à réfléchir, à découvrir la philosophie, à poser des questions essentielles. Et ça, je crois que c'est un grand signe du progrès
intellectuelle en Chine, et j'aimerais que ce soit comme ça dans le monde entier. La Chine donne un exemple remarquable pour la formation de ce qu'on appelait autrefois, à l'époque de Montaigne, les honnêtes gens, les gens qui sont capables de science et d'art, qui sont équilibrés. Et il y a une bonne balance, ça ne se dit pas en français, mais il y a un bon équilibre entre les arts et les sciences. Quel est le rôle de la littérature dans l'éducation? Alors, la littérature, c'est le langage. Et je crois qu'en amenant les étudiants des matières scientifiques à réfléchir sur la valeur du langage, c'est une façon de promouvoir cet échange dans les disciplines, ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, c'est-à-dire vraiment être capable d'être un technicien et en même temps d'être un philosophe. C'est un exemple ancien, il ne date pas d'aujourd'hui. Les grands penseurs de la Chine étaient aussi des observateurs de la nature. Je pense à Chuang-Tzu, c'était un observateur de la nature. Et je parle toujours de Mo Tzu, qui, il faut rappeler, a inventé la chambre noire, c'est-à-dire la photographie, au 5e siècle avant l'ère chrétienne, au même instant où, dans d'autres pays, on était encore très barbare. Mo Tzu a inventé la photographie, c'est incroyable. Et c'était un philosophe, c'était un poète, et c'était aussi quelqu'un qui disait qu'il faut l'amour universel. Si on n'a pas l'amour universel, le monde ne peut pas continuer. Il faut vraiment cette vertu de l'amour universel. Donc la Chine est très complète. Vous avez plus d'une dizaine d'années d'expérience d'enseignement en Chine. Quel regard portez-vous sur le système éducatif universitaire en Chine et l'ambiance qui y règne? Alors il y a deux qualités dans l'enseignement en Chine. La première qualité qui me frappe, moi, parce que je viens d'un pays où elle n'est pas très pratiquée, c'est le respect. Les étudiants respectent les professeurs. Et ils les respectent, ils les écoutent, et lorsqu'ils ont des objections, parce qu'ils en ont toujours, ils les énoncent de façon agréable et qui n'est pas agressive. Et il y a une capacité de discussion des élèves avec les professeurs que je trouve tout à fait remarquable, qui est peut-être unique au monde, parce que dans l'université française, on ne discute pas avec un professeur. On est obligé d'accepter tout ce qu'il dit et on le rencontre assez rarement. Donc les étudiants ont cette qualité-là, et puis ils ont la qualité d'avoir l'esprit très ouvert, d'être prêts à accueillir un enseignement un peu différent. Moi, je leur parle de poésie, je leur parle des arts, du cinéma, de la musique, même parfois de la danse. Et ils sont prêts à entendre ce que j'ai envie de leur dire. Et ils sont prêts à répondre, c'est-à-dire à participer à cet échange. C'est par thème. Chaque année, j'essaye de présenter un thème différent. Au début, j'ai essayé de présenter le thème de l'historicité de l'enseignement, parce que je pense qu'il n'y a pas de chronologie dans l'enseignement des arts. Il n'y a pas des arts anciens et des arts nouveaux. Les arts sont toujours d'actualité à chaque époque. Ensuite, je leur ai présenté la peinture, et puis après, j'ai parlé du cinéma, j'ai parlé de la musique, et récemment, je leur ai parlé des mythes, des légendes et des mythes, c'est-à-dire à la fois des mythes et des légendes du monde, et puis des mythes et des légendes de la Chine. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Et pour cette ville de Nanjing, à vos yeux, a-t-elle beaucoup changé ces 10 dernières années? Elle a changé. Ici, à Xianlin, là où se trouve le campus, ça a changé parce que les arbres ont grandi. C'était des enfants, maintenant ce sont de jeunes adultes assez vigoureux et qui nous offrent chaque automne la beauté de ce feuillage doré. Ça, c'est le grand changement. La nature a pris le dessus. La nature s'est manifestée. Elle a accompagné la progression de l'université de Nankin. Et la ville elle-même, bon, c'est comme toutes les villes modernes, il y a les problèmes de circulation automobile qui s'aggravent, probablement la pollution de l'air qui aussi s'aggrave et qu'il faut essayer de contrôler.
Mais la Chine fait des grands efforts. Par exemple, à Nankin, on a pratiquement remplacé toutes les motocyclettes à moteur par des motocyclettes électriques. Alors, c'est un peu dangereux parce qu'elles ne font pas de bruit. On ne les entend pas venir, mais elles ne polluent pas l'atmosphère. Donc, il y a un progrès du point de vue de l'écologie et sûrement du point de vue de l'urbanisme. Et donc, c'est une ville en progrès. C'est une ville qui se développe. En plus de Nanjing, vous avez aussi visité d'autres villes. Pour vous, quels sont les changements survenus en Chine qui vous ont le plus marqué? Oui, oui. À Nankin, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fleuve bleu. Il est merveilleux. C'est un fleuve c'est le plus long fleuve de la Chine. Et quand on est au bord de ce fleuve, on a le sentiment qu'on est devant quelque chose qui unit la Chine des montagnes, du Tibet, des régions les plus lointaines, avec la Chine des plaines et la Chine industrielle. J'ai navigué sur ce fleuve dans les Trois Gorges et j'aime beaucoup le regarder couler. Et je pense au poème de Li Bai dans lequel il dit est-ce que l'amitié coule plus loin que ce fleuve? Et j'ai ce sentiment, en effet, qu'à Nankin, je suis devant le symbole de l'amitié pour la Chine. En 2015, vous avez reçu le prix de l'amitié du gouvernement chinois. Comment avez-vous vécu cette distinction? Oui, je suis très reconnaissant que la Chine me fasse cet honneur et j'espère continuer à mériter cet honneur. J'éprouve beaucoup d'amitié, d'affection et d'intérêt pour la culture, l'histoire chinoise, pour les habitants de la Chine, quel que soit leur mode de vie, des plus grands aux plus petits, les enfants, les jeunes adultes, mais aussi les vieux. Je trouve qu'il y a une harmonie dans cette société qui est remarquable. À Nankin en particulier, et peut-être spécialement dans ce quartier de Xianlin, quand vous sortez, vous voyez les gens âgés qui font de la gymnastique avec des drapeaux. Même j'ai vu des dames âgées qui faisaient la danse du sabre, cette danse que pratiquait Li Bai. Li Bai descendait dans les villages et il faisait la danse du sabre, et ces dames âgées font la danse du sabre. Donc il y a une unité dans l'histoire de la Chine qui me paraît tout à fait belle et remarquable. Vous êtes un amoureux de la poésie chinoise. En 2020, votre livre « Le flot de la poésie continuera de couler », écrit en collaboration avec M. Dong Chang, votre ami chinois à l'Université de Pékin, est devenu un succès d'édition en France. En fait, c'est un parfait exemple de ce que peuvent donner la coopération et les échanges sino-français. Comment s'est déroulée cette collaboration? C'est une histoire assez longue. C'est une histoire qui est parallèle à l'amitié que j'éprouve pour le professeur Tong Xiang. Et je n'aurais jamais osé faire ce livre si je n'avais pas eu ce soutien et cette participation de ce professeur qui est non seulement un grand érudit, mais un magnifique calligraphe, qui est fait de magnifiques calligraphies et qui, pour ce livre, a réalisé des calligraphies, des poèmes de Li Bai, de Tu Fu, Tu Mu, des grands poètes de la dynastie Tang. Donc c'est un livre c'est un livre de l'amitié que j'éprouve pour la Chine, l'amitié aussi qu'on peut célébrer entre Tu Fu et Li Bai, c'est des grands amis, et l'amitié que j'éprouve pour le professeur Tong Xiang. Pouvez-vous nous présenter un peu l'état de la publication et de la diffusion de la littérature chinoise en France? Oui, elle n'est pas assez connue, elle devrait être davantage connue. Il y a eu autrefois un universitaire remarquable qui était Etiamble, qui avait lancé une collection Connaissance de l'Orient, et donc qui avait publié les grands textes de la littérature chinoise. Et je trouve que ce n'est pas assez connu. Moi, quand j'étais enfant, le premier livre chinois que j'ai lu, c'était de Wu Cheng'en. C'était le voyage vers l'Ouest. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, Travel to the West. Et j'avais lu ça en anglais. Et les légendes qui accompagnent l'écriture de ce livre sont
sont tout à fait étonnantes. Des personnes qui se transforment en cheval, ou des démons qui arrivent, qui interviennent, des démons mangeurs d'hommes qui apparaissent. Ça parlait à l'imagination. C'est la pérégrination vers l'Ouest. Voilà, pérégrination vers l'Ouest, exactement. Ça fait partie des 4 grandes œuvres littéraires chinois. Oui, oui, et j'ai eu la chance de lire ça quand j'étais enfant. Je ne savais pas que c'était chinois. Je croyais que c'était comme les contes et les légendes français. J'ai lu ça, enfin j'ai lu ça en anglais. On m'avait offert ce livre en anglais. Et bon, le livre de Wu Cheng'en est très connu en Angleterre et aux États-Unis. Il est moins connu en France. C'est dommage. Il faut travailler à faire connaître la littérature chinoise en France parce que c'est une littérature extrêmement riche, très belle et qui peut parler aux enfants. Les enfants peuvent comprendre tout ce qu'il y a dans les textes de la littérature chinoise. Je pense au Rêve du pavillon rouge. C'est un livre difficile à lire pour les adultes parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le livre, mais les grands thèmes du livre sont très puissants et ils parlent à l'imaginaire. La scène de l'éventail, par exemple, dans ce livre, c'est une scène inoubliable. Donc, il faut vraiment donner ces livres à lire aux lecteurs français. Il faut que les lecteurs français achètent ces livres et qu'ils fassent vivre la littérature chinoise dans la langue française. Et quel livre ou quels auteurs chinois recommanderiez-vous aux lecteurs français? Alors, Lao She, avant tout, parce que c'est un écrivain qui parle d'un monde qui n'existe plus vraiment, le monde des Hutong à Pékin, c'est-à-dire l'univers qui était l'univers des Mandchous. Il était lui-même un Mandchou, et qui raconte la vie difficile des habitants de Pékin, mais aussi leur humour. Il a ce livre merveilleux qui s'appelle « 4 générations sous le même toit ». Une famille qui vit dans un hutong, ils sont tous les uns sur les autres, mais ils partagent les joies de la vie, l'humour et quelquefois les problèmes. Et c'est un livre aussi qui parle de la résistance de la Chine à la conquête par le Japon, donc qui évoque des moments importants de l'histoire chinoise. Donc ça, c'est un livre que les lecteurs français doivent lire, découvrir. Vous aimez voyager et explorer des cultures diverses. Vous vous déplacez sans relâche dans le monde entier depuis des décennies, au point qu'on parle souvent de vous comme d'un écrivain globe-trotter. Pour vous, quelle est l'importance des échanges culturels et l'apprentissage mutuel entre les civilisations? Je crois que c'est important de pouvoir connaître les autres. Et c'est vrai que la période de la Covid a freiné un peu cet élan de connaissance. Mais là, maintenant que nous sommes allés au-delà, il faut reprendre ce goût de la connaissance des autres, parce que c'est la seule garantie pour la paix dans le monde. Il faut que nous nous rencontrions, les Français et les Chinois, mais les Chinois avec les Américains avec les Russes. Nous devons nous rencontrer. Si nous ne nous rencontrons pas dans le domaine de la culture, nous risquons de nous rencontrer sur le champ de bataille. Et ça, il faut éviter. Et c'est vrai que le monde d'aujourd'hui est en proie à de nombreux conflits. Alors, dans le contexte actuel mondial, que pensez-vous du rôle et de l'importance des échanges culturels dans la promotion de la paix? Alors, la Chine a un rôle important à jouer, parce que la Chine est un des rares pays puissants du monde à ne pas avoir conquis les autres. C'est un pays qui n'a pas fait des guerres de conquête. Il n'y a pas de colonie chinoise, ça n'existe pas. Les pays occidentaux ont eu ces guerres coloniales qui ont un peu ruiné leur morale, qui les ont rendus difficiles à croire. Et donc la Chine a une voix importante et la Chine parle actuellement dans cette période de difficulté avec une voix qui est très raisonnable, une voix qui incite à la reconnaissance de l'autre, qui incite à la paix. Et la paix, c'est un des éléments capitaux de la culture humaine. Et le président aussi l'a dit lui-même, dans les guerres, il n'y a pas de vainqueurs. Les vainqueurs n'existent pas dans les guerres. On est toujours perdant quand il y a une guerre. Donc ça, c'est un élément important de la parole chinoise.
Pour vous, quelles sont les principales similitudes entre les cultures chinoises et françaises? Oui, c'est une bonne question. Peut-être le goût pour la joie de vivre, le goût pour les bonnes choses, la bonne cuisine, les bons vins, les arts qui donnent du plaisir, qui donnent de la joie, et une certaine forme de générosité. Je crois que la France est un pays généreux aussi, malgré les erreurs commises dans le passé. C'est un pays où il y a toujours eu un élan d'amitié. Je pense à Victor Hugo, à la lettre magnifique que Victor Hugo a écrite au moment de la conquête du palais d'été par les forces occidentales. Il a écrit une lettre pour dénoncer cela. Il a dit c'est un très mauvais élément pour notre société. Nous devons nous retirer de tout cela et restituer tout ce qui a été volé. Bon, on n'a pas encore tout restitué. Et une partie est toujours dans les musées. Mais il y a dans l'histoire de la France des personnes importantes comme Victor Hugo pour rappeler que la générosité est une qualité à cultiver pour une nation. L'année 2024 marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Quel regard portez-vous sur ces 60 ans d'amitié sino-française? Oui, ça me parle particulièrement parce qu'il y a 60 ans, quand la France a renoué ses relations avec la Chine, à l'époque du général de Gaulle, j'ai été volontaire pour venir en Chine. Je me suis porté volontaire pour venir enseigner à Pékin. Et j'ai été envoyé ailleurs, on m'a envoyé en Thaïlande. Parce qu'en général, quand on demande quelque chose en France, on ne l'a pas. Ça fait partie des rituels de l'État français. Mais donc, ça célèbre mes 60 ans d'amitié aussi avec la Chine. Comment envisagez-vous l'avenir des relations entre les deux pays? Je pense que c'est un avenir très positif parce que la France n'a plus l'orgueil qu'elle avait autrefois. Donc il y a au fond une réconciliation qui est possible, malgré la différence de taille des pays. La France est un tout petit pays. La France est la taille du Jiangsu à peu près. Donc la Chine, c'est un pays immense. Et malgré cette différence, il y a une possibilité d'échange et de rencontres. La Chine serait un peu comme le grand frère de la France, à une puissance plus grande, mais une amitié réelle et ancienne. Donc je crois beaucoup à la relation continue entre ces deux nations. D'après vous, que peuvent s'apprendre mutuellement la Chine et la France à travers le dialogue culturel? Je pense que c'est dans le secret de la littérature qu'on peut découvrir la nouveauté dans cette relation. La littérature est un art complexe, c'est un art du langage, c'est un art de la réflexion, c'est un art de la lenteur. La littérature, ça ne va pas vite, c'est pas le cinéma, ça ne va pas vite. Et il faut lire, relire les livres, il faut lire les anciens livres, découvrir les classiques, donc découvrir la poésie de la dynastie Tang, mais aussi Cao Xueqin et les grands romans chinois, et puis peut-être plus avant encore, l'époque des Trois Royaumes, découvrir les grands mythes qui ont animé la Chine, et échanger avec la Chine sur ces thèmes, et échanger le passé. C'est en connaissant le passé qu'on peut construire, je pense, un avenir meilleur entre les deux pays. Donc la littérature, c'est la clé. Merci d'avoir accepté notre interview. Merci à vous de m'avoir invité.